Alors, je rappelle que tout ça est une construction de notre cerveau, une construction psychique. Quand on arrive au monde, le monde est d'une complexité folle. Notre petit cerveau de bébé, de nouveau-né, n'a pas les capacités, et après le temps passe et je ne crois pas qu'il les ait tellement plus, à comprendre la complexité du monde. Donc le cerveau va se charger de la réduire en catégorisant. Ça, c'est la première étape. Et la première étape, c'est maman. Voilà, maman et les autres. Après, on a maman et papa. Après, on a la famille. Après, on va avoir les copains à l'école, les garçons, les filles. On catégorise. Ça simplifie le monde. Vont arriver des stéréotypes, c'est-à-dire qu'on va attribuer à des catégories de personnes un certain nombre de caractéristiques. Là, j'ai mis les Français, un stéréotype, les Français, ils ont un béret, la baguette de pain. Jusque-là, je dirais, tout va bien, même si ces stéréotypes peuvent être plus ou moins positifs. Le problème, c'est quand on entre dans les préjugés. Et là, les préjugés, c'est qu'on va juger la personne sans prendre le temps de la connaître. Elle est habillée de cette façon, elle a des lunettes, c'est un intellectuel. Elle porte un tatouage, c'est potentiellement un marginal. Elle a les cheveux violets, c'est quelqu'un qui, là aussi, est un contestataire. Il porte une robe, ce petit garçon, c'est un futur homosexuel, enfin, il a déjà des tendances homosexuelles. Et vous voyez, le préjugé, c'est juger avant, ne pas prendre le temps de connaître la personne. Trop vieux, trop jeune, trop femme. Là, on est dans le monde du travail et c'est des discriminations les plus très courantes sur l'âge ou le sexe. La discrimination, c'est donc repousser les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour leur talent ou leurs compétences. C'est les juger sur tout à fait autre chose. Alors, est-ce que c'est un vrai sujet de management? Oui, oui, oui. On a régulièrement des enquêtes sur les perceptions de discrimination, d'égalité des chances. Voilà, alors une des enquêtes, elles ne sont pas les plus récentes, mais qui avait eu lieu il y a 3-4 ans, le sentiment de pouvoir être victime de discrimination en raison de son apparence physique arrive en 7e position. Ça, c'était une enquête du MEDEF. Beaucoup de blagues et de moqueries sur l'apparence physique, hein, la blonde, la grosse, le chauve, le moustachu, arrive en 3e position. Et une étude qui avait lieu il y a 3 ou 4 ans aussi sur la discrimination au travail du défenseur des droits montrait que c'était le premier critère pour les salariés de la fonction publique. Donc il y a véritablement dans le ressenti des gens la notion de j'ai pu être discriminé, alors discriminé pour une embauche, discriminé pour une promotion, discriminé pour une formation à cause de mon apparence physique. Voilà, par exemple, il est trop petit pour être un bon commercial ou être trop petite pour être un bon commercial parce qu'il faut en imposer. On sait que les gens de grande taille vont avoir une prime favorable sur un certain nombre de métiers. Comme ce qui est très marrant, c'est quand on montre des photos de personnes connues, on leur attribue toujours des centimètres en plus. Là, le pouvoir va avec un ressenti, hein, un sentiment de taille. On est trop gros pour être manager. Alors, c'est quelque chose dont j'ai parlé, c'est un des premiers critères de discrimination au recrutement ou à l'évolution de carrière. Ne être trop gros, c'est ce que je vous disais, ne pas être capable de se maîtriser. Or, pour être manager, il faut maîtriser incertitude, il faut maîtriser situation, il faut maîtriser. Si je n'arrive pas à me maîtriser moi-même, est-ce que je suis capable de maîtriser des situations difficiles? Donc ça, c'est une question. Mais il y a aussi trop belle ou trop beau, c'est plus les femmes quand même, pour être compétente. Beauty is beastly. Voilà, la beauté fait que vous êtes belle, mais non, vous ne pouvez pas avoir toutes les qualités. Donc vous êtes rangé dans les idiotes. Et là, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de témoignages à ce propos. Être belle, on vous envoie des réflexions, on vous renvoie une image de vous qui fait que vous ne pouvez pas être suffisamment compétente. Toutes ces questions d'apparence physique, les chiffrages n'existent pas vraiment ou sont très fluctuants, mais montrent, comme sur beaucoup de sujets, une surdiscrimination des femmes, qui sont beaucoup plus jugées sur leur apparence que sur les hommes. Et ce qui est étonnant, c'est que ça paraît assez normal. J'ai retrouvé des études où les Français trouvent que c'est assez normal, surtout dans les métiers de contact par rapport aux clients, que l'apparence physique, la beauté soit importante pour un job. On est presque à 50% sur un sondage MEDEF de 2018. Alors, je rappelle aussi que discriminer, ça coûte cher. Si on peut prouver qu'on a été discriminé pour apparence physique, comme sur d'autres critères, pourrait aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 145 000 € d'amende. De même pour le harcèlement. On parlait tout à l'heure d'humour, faire des petites blagues sur le physique des gens, ça vous potentiellement met en difficulté.
peut vous valoir 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Je n'ai jamais vu ces condamnations, surtout pour apparence physique, mais il faut savoir qu'on peut être jugé pour ce type de choses. Alors, il y a très peu, comme je disais, de jurisprudence sur l'apparence physique. J'avais fait intervenir une juriste qui avait fait des recherches. C'est souvent requalifié. Vous voyez, par exemple, un serveur qui est licencié parce qu'il porte des boucles d'oreilles, par exemple, ou une coiffure qui donne le sentiment qu'il est beaucoup trop efféminé, c'est un cas réel. Ça avait été requalifié pour homosexualité, enfin pour discrimination pour orientation sexuelle. On a rarement vraiment l'apparence physique. Alors, il y a des cas assez rares sur le poids, mais ils existent. Donc, grossophobie, là, c'était le cas d'une association qui harcelait une personne pour son surpoids, et la personne a été jusqu'à être complètement en dépression, et l'association a été condamnée. On a aussi un cas dans une compagnie aérienne d'un steward qui avait des dreadlocks. Cette compagnie aérienne, Air France pour ne pas la nommer, avait jugé que les dreadlocks n'étaient pas compatibles, ça a quelques années, avec le look qu'on attend d'un steward, et la personne a été mise à pied, enfin ça a duré extrêmement longtemps, là aussi dépression nerveuse. Il a même travaillé avec une perruque pour camoufler ses dreadlocks, et il y a eu une requalification et une condamnation de la compagnie aérienne. Les choses évoluent aussi. On a de plus en plus de variété, même dans les personnels qui sont face au public, mais enfin, ça reste quand même quelque chose de très présent. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même un cadre légal qui permet des exceptions. Quand vous recrutez quelqu'un pour faire un spectacle, un film, pour être mannequin, vous avez la possibilité de qualifier, d'avoir des critères sur le physique. De la même façon, quand vous êtes dans des métiers qui exigent de l'hygiène, de la sécurité, vous ne pouvez peut-être pas avoir, par exemple, il faut retirer ses bijoux, vous ne pouvez pas avoir des cheveux qui ne pourraient pas être mis, par exemple, comme sous une petite Charlotte, comme ça l'est. Voilà. Il existe des exceptions, surtout pour des questions de spectacle ou d'hygiène de sécurité. Il y a quelques années, il y avait eu un gros problème avec Walt Disneyland Paris, qui, pour contourner les questions d'apparence physique, avait fait valoir que c'était du spectacle. Alors, sur certains, je me rappelle très bien que sur certains recrutements, ça pouvait avoir du sens. Par exemple, la personne qui faisait la marionnette grandeur nature, enfin, entre guillemets, de Minnie, évidemment, ne devait pas être grande. J'étais, je crois, 1,50 m maximum, parce que Minnie, la souris et le déguisement étaient faits pour cette taille-là. Mais autrement, voilà, c'était une façon de contourner, là aussi, l'apparence physique en rejoignant le domaine du spectacle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette apparence physique va autant peser sur ce fameux regard, va autant peser sur nos jugements? Eh bien, c'est la fameuse première impression. Et alors là, je pense que tout le monde, je ne me trompe jamais, ma première impression était la bonne, j'aurais dû m'en tenir à ma première impression. C'est quoi la première impression? Eh bien, c'est dans un premier temps ce qu'on appelle l'effet de primauté. Vous voyez quelqu'un et en quelques secondes, tout ce mécanisme dont je parlais, de catégorisation, de filtre dû à notre éducation, notre culture, se met en place. Lunettes intellectuelles, tatouage marginal, voilà, trop gros, trop gros, etc., trop petit, etc. Après, il y a un effet de halo, et l'effet de halo, c'est qu'on va en fait tout voir à travers cette première impression, si on ne prend pas le recul nécessaire. Donc, on va juger la personne petit à petit par rapport à ce premier filtre qui nous s'est imposé à nous de façon complètement inconsciente. C'est un processus de jugement complètement inconscient. Et comme notre cerveau préfère la consistance, il met en place ce qu'on appelle le biais de sélection. C'est-à-dire qu'il va garder les informations des premières secondes, et la personne, chaque fois qu'elle va parler de quelque chose, si ça alimente notre première impression, on va le garder. Voilà, mon cerveau, il va dire « Ah, tu avais bien raison de penser ça. Tu vois, il ne se maîtrise pas parce qu'il est trop, tu vois, elle est trop petite pour faire ce. » Et de l'autre côté, il va éliminer ou écarter les informations qui ne lui conviennent pas. Tout ça est inconscient, c'est clair,
Mais il faut absolument, et la façon de lutter contre ça, c'est de prendre conscience. C'est de se dire, ah, première impression, je l'oublie. Voilà. En effet, j'ai tendance à penser ça, c'est un préjugé, je lutte contre le préjugé, alors on va le faire d'un point de vue de réflexivité hein, dans son cerveau, on peut se mettre des post-it, on peut l'écrire, et se porter son jugement uniquement sur les compétences, les attentes qu'on peut avoir de la personne, sans préjuger de ce qu'elle sait faire ou de ce qu'elle ne sait pas faire. Parce que là, je parlais de tout ce qui va pouvoir rejeter la personne, mais on sait qu'on peut avoir aussi des penchants favorables pour une personne et se faire avoir en la jugeant de façon trop positive. Parce qu'en effet, dans notre cerveau, ce qui est beau est bon. C'est quelque chose de beauty, voilà, c'est bon, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, là aussi. Aristote disait, la meilleure lettre de recommandation, c'est la beauté. On associe quelqu'un d'attractif, de beau, avec toutes les variétés dont je parlais tout à l'heure, à quelqu'un qui a des compétences. Et il y a une vraie prime à la beauté. Je ne sais pas si la photo que je vous ai mise montre quelqu'un de beau, d'attractif, en tout cas très conforme aux critères actuels. Une étude encore récente, hein, parce qu'il y en a quelques-unes, plus ou moins, puis elles sont aussi assez des fois contestées, mais à l'École polytechnique de Milan, montre que les entrepreneurs qui sont jugés attractifs lèvent 13% de fonds de plus. On parle de primes à la beauté sur le salaire, qui peuvent aller, ça a été calculé, de 15%, gagner en plus 15%. Pourquoi? Parce que déjà, peut-être qu'on va on va être favorisé sur la prime, on va avoir accès à des formations qui vont permettre des accélérations de carrière, etc. Voilà. La beauté est un argument, on va prêter aux gens beaux des traits de compétences qu'on ne donnera pas aux gens laids. Et vous voyez, je vous mets des images de Walt Disney, pour ne pas montrer des personnes et les pointer du doigt. Mais Walt Disney, c'est déjà quand on est petit, c'est déjà ça. Hein. Cendrillon, regardez, qu'est-ce qu'elle est mignonne et qu'est-ce qu'elle incarne de la gentillesse. Et cette pauvre Cruella d'enfer, elle est monstrueuse, elle a que des cheveux noirs et blancs, elle a le maquillage outrancier, et elle est méchante. Voilà. Et ça, quand je vous disais les filtres qu'on a culturellement, Walt Disney, merci sur les filtres. Et donc, il y a une pénalité de la laideur. Alors, la laideur, on peut dire ça, le manque d'attractivité, qui font que là, vous allez être moins favorisé dans la promotion, dans l'évolution de carrière, voire au moment du recrutement. Qu'est-ce qu'on met en place aussi dans les entreprises qui est extrêmement pénalisant? Par exemple, l'idée de ressembler au produit. Dans la grande distribution, encore maintenant, quand on veut animer un stand de fruits exotiques, on va chercher quelqu'un qui a une couleur qui rappelle les Antilles, de peau qui rappelle les Antilles. Quand on veut avoir un banc de produits asiatiques, des nems, etc., on va demander à quelqu'un qui est d'origine asiatique. Et ces personnes, j'ai eu l'occasion de faire des études là-dessus, elles vous disent, moi je suis née en banlieue parisienne ou à Châtellerault, je ne connais rien au sushi, je ne connais rien aux ananas, enfin bon, voilà. Donc ça, l'idée de ressembler au produit, ça continue à être assez consistant comme idée. Tout ce qui est uniforme, je vous parlais tout à l'heure vestimentaire, alors évidemment les uniformes sont aussi une façon de reconnaître les gens, hygiénique, mais vous voyez bien que l'uniforme, c'est aussi une façon d'aspirer, par exemple, la sécurité. C'est de montrer, de rassurer les personnes, de catégoriser. Hein. Donc l'apparence, et on peut demander des fois à des personnes, par exemple dans le domaine du luxe, ça existe encore, on va demander aux personnes de retirer leur piercing, de cacher leurs tatouages, etc. Hein. C'est rassurer le client, c'est ne pas se mettre, et puis porter l'image de l'entreprise. Ressembler au client. Là aussi, on l'a beaucoup vu, je reviens sur le domaine du luxe, que je connais un peu pour avoir travaillé sur cette question avec eux. Pendant très, très, très longtemps, on recrutait plus des personnes ou dans l'habillement qui étaient des porte-manteaux des vêtements que véritablement des personnes compétentes pour conseiller sur les produits. Et ça continue à exister largement. Alors après, on a des préjugés sur des choses comme la mamoite. On vous a toujours dit que si on avait la mamoite, c'est quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui, là aussi, ne sait pas se maîtriser. Il y a des maladies qui existent et qui font qu'on a, alors de façon plus ou moins importante, les mamoites. Mais malheur à ceux qui portent les mamoites.
J'avais travaillé sur un sujet d'une dent manquante, une personne qui était à un poste assez important, qui avait une dent, qui manquait de façon alors peut-être moins visible que celle-là et en gros, elle avait compris au bout d'un moment que, si elle ne faisait pas, cet effort esthétique et bien, la possibilité d'évoluer dans sa carrière, puisqu'il y avait une possibilité d'avoir un poste, allait lui échapper. Ça ne pouvait pas être, voilà, sa compétence était liée à cette dent qui manquait. Et puis les injonctions au jeunisme, très, très important. Régulièrement, on a des remontées de personnes qui expliquent, sur le cas des seniors, que, on leur a carrément demandé de faire un petit peu d'effort esthétique, de chirurgie esthétique, de médecine esthétique, pour paraître plus jeune. C'est toujours la question du contact client, c'est toujours la question de l'apparence qu'on va donner et on porte l'image de la marque avec cette apparence. Je l'ai pas évoqué. Il y a une question qui est souvent cachée, très taboue, c'est la question de l'odeur. Voilà, sentir mauvais, ça c'est un vrai sujet, quelqu'un qui va sentir mauvais. Alors, là aussi, subi ou choisi, on est quand même souvent plutôt dans le choisi, hein, c'est-à-dire je ne prends pas ma douche, je ne me change pas et le problème des odeurs corporelles est un sujet d'apparence, physique. Le problème, c'est quand c'est une maladie et là, il y a un vrai, vraie problématique parce que c'est vrai que c'est un inconfort aussi pour les personnes qui travaillent avec la personne. Mais c'est vrai que moi, en tant que manager, j'ai eu à gérer ça, du côté non pas maladie, mais du côté je ne me lave pas et je ne me change pas. C'est un vrai sujet, mais qui fait partie, des questions de l'apparence physique. Pour dire qu'il n'y a pas de petits sujets, il n'y a pas de petits sujets et qu'on peut être en très grande souffrance, voire en dépression, comme je l'ai dit, à cause de petites blagues qui vont porter sur notre apparence physique. J'ai, dans mes études sur le sujet, pu mettre au jour aussi quelque chose qui s'appelle la fashion police dans l'entreprise. Des cas qui sont étonnants, un stagiaire qui portait, non pas le bermuda, quand il faisait très chaud l'été, pour le Friday wear, hein, le vendredi, mais un short trop court et pour cette raison, on lui a pas proposé, de prolonger son stage, sur un contrat. Les femmes qui ont des pantalons en cuir ou des jupes trop courtes, qui sont mal vues, et là, c'est pas forcément, la direction, c'est pas forcément les recruteurs, hein, c'est, la notion, de la conformité et des petits groupes de personnes, dans les entreprises et cette idée aussi que quand on est à l'informatique, on va plutôt avoir un look très, débraillé. Quand on est, à la production, on va avoir, des vêtements un peu plus, comment dire? Techniques. Quand on travaille pour, une marque de luxe, des vêtements sophistiqués. Tout ça amène à beaucoup de souffrance et donc beaucoup de sous-performance parce que c'est de l'arrêt maladie, c'est de l'absentéisme, c'est du désengagement et c'est une mauvaise ambiance. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Alors on fleurit un business du relooking. Alors c'est très bien, avec cette ambiguïté, on va, travailler un peu comme le coaching, hein. Alors c'est d'ailleurs du coaching physique, on va vous aider à être, quoi? Plus conforme, hein, plus conforme. Alors les relookers physiques vous disent, comme les coachs, que c'est plus pour, avoir confiance en soi, se sentir mieux et c'est vrai, c'est vrai. Les témoignages, le montrent. Mais est-ce que c'est être soi ou être plus conforme? Ça, c'est une vraie question. Mais bon, c'est, d'ailleurs des propositions d'entreprise assez régulières. On pourrait introduire des quotas, après tout, heu, alors des quotas de lait, des quotas de moche, des quotas de on voit bien toute la difficulté. On le fait pour le handicap, on ne le fait pas pour tout le reste. Il y aurait peut-être une vraie question à se poser là-dessus. Là, j'avoue que je n'ai pas de proposition à faire bien construite. La chirurgie esthétique, j'en ai parlé, la médecine esthétique, qui sont des recours de plus en plus courants, comme on le voit, avec tous les cabinets, des propositions qui fleurissent, partout. Et puis alors, je terminerai là-dessus, cette tendance très, très forte depuis quelques années du body positive. C'est-à-dire que je suis fière de mon corps, quel qu'il soit. Ça peut être les femmes, ça peut être les hommes. Voilà, alors, là, c'est des couleurs de peau, c'est évidemment le poids, c'est le handicap, ça peut être toutes sortes de choses qui alors on le voit beaucoup, beaucoup plus aux États-Unis, hein, ou qu'en France, où vraiment la diversité physique est absolument beaucoup plus, visible et beaucoup plus assumée, hein, d'ailleurs, et on a en effet cette tendance très forte du body positive.
Alors le problème, c'est que c'est un peu du body positive washing, hein. Des fois, j'ai regardé, récemment parce que c'est un grand sujet, ils avaient été pas mal, mis en cause pour ça. Vous savez, les sous-vêtements, par exemple, on pourrait prendre plein d'exemples, mais Victoria's Secret, voilà ce qu'ils promettent sur leur site, hein. Voilà, après 4 ans d'absence revient le fameux défilé, Victoria's Secret en sous-vêtements. Vous voyez bien, des femmes maigres, une femme noire, une femme grosse, enfin des ch elles sont pas moches, hein, mais elles sont, très différentes. Quand on prend, la photo qu'ils mettent en avant sur, le défilé lui-même, on voit bien que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc il y a beaucoup quand même de body positive washing. De la même façon, ce qui était très intéressant, c'est de voir que des personnes qui assument des différences, et j'ai pris l'exemple de Kim Kardashian, qui est devenue une des influenceuses les plus importantes au monde, en étant complètement à l'envers, enfin à l'opposé, des beautés classiques, d'il y a une dizaine d'années, qui étaient, aux États-Unis, des blondes très minces, pour chaque Gwyneth Paltrow par exemple, et qui est arrivée, très brune, avec des formes très, très, très importantes, beaucoup de poitrine, beaucoup de fesses, et qui a travaillé sur ses défauts physiques. Le problème, c'est qu'il y a il y a une sorte de mouvement qui se met en place, de conformisme, et voilà, sa demi-sœur, ce qu'on appelle le slim fit, c'est-à-dire, la minceur, épaisse, enfin voilà, et qui exige une taille très fine, des fesses rebondies, des cuisses fuselées. Et ce qui était à un moment, j'assume un corps très, très différent, et d'ailleurs j'en fais, produit d'appel, hein. Là, on est vraiment dans quelque chose de mise en scène de soi qui est poussée à l'extrême, devient une forme de conformité. Donc après il faut quelque chose derrière qui repousse, parce que ça, c'est pas de la diversité. Et un photographe qui s'appelle Hans Egelkum Egelboom s'amuse à photographier dans les rues les passants, évidemment, mais pas que du hasard, évidemment, mais et voilà, et on voit bien qu'on est dans un monde de recherche de conformité. Par exemple, là, sur l'habillement, la mode, c'est une recherche de conformité. Donc, on a toujours cette ambiguïté de dire: «Je veux être moi, je veux être différent, je ne veux pas être jugé sur mon apparence, mais en définitive, et je fais bien ce que je veux, mais en définitive, en étant toujours très attiré par des gens qui nous ressemblent, et en cherchant à être dans une forme de conformité, ou physique, ou par l'apparence, ou par la façon de parler, de se comporter, ou par la façon de se vêtir». Voilà, donc l'objectif, c'est d'en prendre conscience de tout ça, c'est très, très, très important, et comme je le propose, changer nos regards, qu'ils ne soient pas des couteaux plantés, dans le cœur des personnes que nous regardons, pour aller au-delà des apparences. C'est tellement essentiel. Voilà, je vous remercie de votre attention.